Qu'est-ce que ça vous inspire et quelle attitude souhaitez-vous adopter justement vis-à-vis de Donald Trump? Non, mais je crois qu'au-delà des difficultés personnelles entre Donald Trump et Giorgia Meloni, chaque dirigeant, en tout cas qui mériterait ce nom-là, doit défendre les intérêts de son pays, en fait. Et autant on a tendance à trop l'oublier. L'objectif pour Giorgia Meloni, je crois, c'est défendre les intérêts de l'Italie. Donc je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement les relations qu'elle peut avoir avec les États-Unis, mais c'est vrai qu'il a été très insultant. Et donc je comprends très bien la réaction d'orgueil national qui a été celle de Giorgia Meloni. Est-ce que c'est une rupture définitive entre les deux nations? Certainement pas. Est-ce que c'est un rafraîchissement sévère entre les deux personnes? Très certainement. Mais pour vous, c'est un faux ami, Donald Trump? Mais on n'a pas d'amis en matière internationale, pardon de le dire. Enfin, je veux dire, je le rappelle, c'est une évidence depuis toujours. On a des intérêts. Ces intérêts peuvent être communs ou ils peuvent être contradictoires. Je veux dire, une nation peut être dans le même temps un adversaire, un concurrent ou un allié. C'est ainsi, il faut l'admettre. Et justement, il faut éviter ces formes de positionnement, de posture, dirais-je, qui en réalité évite d'analyser la situation pour être capable de passer de l'un à l'autre. Bon alors, on n'a pas d'amis, mais on peut avoir des accointances idéologiques, politiques. Un certain nombre de membres du Rassemblement national se disaient séduits sur une partie de la politique de Donald Trump. Vous, qu'en est-il? Non, c'est pas réellement ça. En réalité, quand Donald J'ai Trump entendu dit... dire quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, par exemple. Oui, bon, d'accord, ok. Enfin, ça en fait pas un alignement, quoi, si vous voulez. Ça fait une qualité, déjà. Il est incontestablement le symbole d'une forme de volonté politique. Et c'est vrai qu'en Europe, cette volonté politique, on l'a peu vue, il faut bien le dire, depuis des décennies. Donc la volonté politique, ça veut dire qu'au-delà de l'administration, lorsque un politique est élu, il est élu pour faire quelque chose, et donc il se doit en réalité de respecter ses engagements. Ça n'est pas ce que Donald Trump a fait. Et lorsque des membres du Rassemblement national se sont félicités d'un certain nombre de ses discours indiquant que, en gros, les États-Unis rompaient avec une forme d'impérialisme, rompaient avec cette volonté d'appliquer son modèle à tous, d'user, voire d'abuser de l'extraterritorialité du droit américain, évidemment, nous nous en réjouissons parce que nous considérions qu'à l'époque, il en allait de l'intérêt de la France. Il se trouve qu'il a fait, il faut bien le dire, avec cette guerre en Irak, exactement l'inverse de ce qu'il avait promis dans ce domaine, en tout cas. Donc, effectivement, sur l'Iran, il n'a rien réglé. Donc, les points... C'est peu de le dire. C'est-à-dire? C'est peu de le dire, parce que moi, il m'apparaît, si vous voulez, que l'Iran ressort de cette séquence certainement plus puissant qu'il ne l'était, en réalité, avant cette séquence. Ce qui est un problème pour vous? C'est toujours un problème parce que c'est un système dont nous savons qu'il écrase sous sa botte son propre peuple. Et le fait qu'à l'issue de cette guerre, eh bien, ils ressortent avec leurs avoirs dégelés, la capacité de revenir dans le concert des nations, qui sera peut-être pas obligatoirement d'ailleurs à terme une mauvaise solution, mais des capacités en réalité militaires qui sont moins atteindre qu'on aurait pu l'espérer, n'est pas obligatoirement une bonne nouvelle. Et surtout, il y a une chose, si vous voulez, c'est que tout le monde savait que le détroit d'Ormuz, entre les mains de l'Iran, était un danger. Aujourd'hui, que c'était une forme de bombe atomique sans être la bombe atomique. Eh bien, à partir du moment où ils s'en sont servis, par définition, leur pouvoir est aujourd'hui plus important qu'il ne l'était hier, où cette bombe atomique restait encore hypothétique. Changement de discours au RN sur l'autre question, la question russe. Jordan Bardella dit la menace russe multidimensionnelle. Il la dénonce désormais frontalement. Et vous en pensez quoi alors que le RN a voté contre la plupart des sanctions contre la Russie ? Non, mais d'abord, nous pensons depuis toujours que les sanctions ne servent à rien. Bon, et je crois que l'Iran en est d'ailleurs accessoirement une démonstration. Surtout si on les lève. Non, mais les sanctions ne servent à rien. Je veux dire pourquoi ? Parce que les sanctions, en réalité, elles ne frappent pas les bonnes personnes. Les sanctions, elles frappent le peuple. On l'a vu en Irak avec 1 million d'enfants morts de manque de nourriture et de manque de médicaments. On le voit en Russie, on le voit en Iran, on le voit en réalité partout. Les sanctions, d'abord,
ça ne sert à rien. Et à chaque fois que l'Union européenne propose quelque chose à voter, il y a toujours à l'intérieur, si vous voulez, l'entrée, par exemple, de l'Ukraine dans l'Union européenne. Nous y sommes opposés. Donc si vraiment ils veulent qu'il y ait une unanimité sur le positionnement, alors qu'ils n'intègrent pas ce qui représente des lignes rouges absolues pour un certain nombre de groupes politiques, au premier rang desquels le Rassemblement national. Jean Lémarie. Quelle est la ligne aujourd'hui du Rassemblement national face à Vladimir Poutine? Est-ce que c'est celle de Jordan Bardella qu'on évoquait, qui condamne l'agression russe en Ukraine? Ou est-ce celle, par exemple, de Thierry Mariani, qui reprend régulièrement les éléments du Kremlin, encore, là, tout récemment? Non, mais très clairement, depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons été, je crois, sans aucune ambiguïté. Nous avons condamné parce que nous sommes des souverainistes. Et par conséquent, toute atteinte à la souveraineté d'un État par un autre État, toute atteinte de l'intégrité de ses frontières, fait l'objet de notre part d'une condamnation. Nous, notre ligne, c'est le droit international. Alors je sais que c'est plus trop à la mode, mais nous sommes les défenseurs du droit international. Nous avons donc soutenu l'Ukraine dans la défense qu'elle a exprimée à l'égard de la Russie. Mais j'avais dit dès le début de ce conflit, il y a en réalité, si on n'arrive pas à créer les conditions d'une grande conférence pour la paix entre, évidemment, l'Ukraine et la Russie, ça a été ma première demande, alors il y aura soit la Troisième Guerre mondiale, si l'OTAN entre dans ce conflit, soit la guerre de 100 ans. Je vous signale que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui a déjà duré plus longtemps que 14-18. Et je n'évoque pas ici les pertes humaines épouvantables qui ont quasiment annihilé une génération entre celle qui est morte sur le front en Ukraine et celle qui a fui le pays. Vous êtes pour le droit international, donc vous condamnez la politique menée par Benjamin Netanyahou dans la guerre et les massacres perpétrés à Gaza. Marine Le Pen. Alors, pardon, mais nous sommes dans une situation un peu différente, puisque, en l'occurrence, Israël est attaqué. Il a été attaqué et il continue d'être attaqué par le Hezbollah et le Hamas, qui ne sont pas des États, qui sont des organisations terroristes. Enfin, je pense que à peu près tout le monde l'admet, sauf la France insoumise. Maintenant, par exemple, au Liban, je considère que la technique qui est utilisée par Israël de bombardement de la capitale libanaise n'est pas, à mon sens, un moyen d'affaiblir le Hezbollah. J'ai beaucoup de respect pour les services de renseignement israéliens, pour leur capacité militaire, et je pense qu'ils peuvent obtenir peut-être les mêmes résultats sans prendre le risque d'attenter, si c'est possible, à la vie des civils. Bon, maintenant, la problématique du Liban, c'est une problématique dans laquelle je trouve la France complètement inaudible. Là, à la fin de l'année, c'est la fin de la mission FINUL. Quelle est notre position ? Moi, j'ai réclamé un débat 50-1 sur ce sujet de l'après-FINUL pour qu'à l'Assemblée nationale, les différents groupes se positionnent et que le gouvernement nous dise quelle est sa position. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que, par exemple, il y a une bande entre la frontière israélienne et le fleuve Litani qui doit demeurer désarmée ? Non, je ne dis rien, je dis quelle est la stratégie de la France pour l'après-FINUL ? Est-ce qu'on arrête tout ? Mais vous, quelles sont vos demandes ? Bien, moi, je considère que l'on doit travailler sur 3 axes. Le premier axe, c'est demander le retrait israélien du Liban. Le deuxième axe, c'est avoir une mission pour l'après-FINUL de désarmement effective et progressive du Hezbollah. Et la troisième, c'est le renforcement des forces armées libanaises. Parce que sinon, et on voit bien que le fait que le Liban n'ait pas été en réalité véritablement dans l'accord entre l'Iran et les États-Unis fait qu'on va très certainement se retrouver à commettre les mêmes erreurs commises en 2006, où comme on n'avait pas ce mandat clair de désarmement du Hezbollah, en réalité, la période a servi au Hezbollah pour se renforcer. Marine Le Pen, j'aimerais passer aux répercussions de ce conflit israélo-palestinien en France, avec la question de l'antisémitisme. J'ai trouvé sur les réseaux sociaux une sorte de petit montage qui passe comparant Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur le sujet de l'antisémitisme. On en écoute un extrait. Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers
et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, ça ne me paraît pas un peu discutable. On change rien à la tradition, on bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de maintenir son identité et ses traditions et sa particularité depuis 4 millénaires. Quand avez-vous décidé, Marine Le Pen, de rompre avec l'antisémitisme de votre père ? D'abord, si vous voulez, je pense que cette comparaison n'est pas raison entre les deux personnages, parce que ce qui est éminemment contestable dans le comportement de Jean-Luc Mélenchon, c'est que les propos qu'il tient sont des propos à visée électoraliste. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cynisme politique incroyable à tenir des propos de plus en plus critiquables, de plus en plus dangereux d'ailleurs pour les Français de confession juive, pour pouvoir attirer les voix de ceux qu'il considère être sensibles à cet antisémitisme. Vous voulez dire que ce n'est pas de la conviction, donc c'est plus grave que votre père, pour qui c'était une conviction ? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nos compatriotes de confession juive sont en danger. Aussi contestable soit-elle, nous avons rompu sur ce sujet avec mon père, et je crois que j'ai pris mes responsabilités. Croyez-moi, elles n'étaient pas faciles. Mais j'aimerais savoir, quand vous avez eu l'épiphanie, vous vous êtes dit... Je ne suis pas antisémite, je ne suis plus antisémite. Non, mais je ne sais pas, je ne suis plus, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Bon. Et il y a eu un phénomène, encore une fois, à un moment donné, non seulement de ras-le-bol, mais en plus, si vous voulez, c'est intervenu à un moment où nos compatriotes de confession juive étaient en danger. Et parce qu'ils étaient en danger, ce qui était peut-être moins le cas avant, parce qu'ils étaient à nouveau en danger, alors nous devions de les protéger. Et j'étais venue sur cette antenne, d'ailleurs, il y a très longtemps, il y a 16 ans, pour dire il y a un certain nombre de quartiers dans lesquels il ne fait pas bon être juif, être homosexuel, être femme ou être simplement, somme toute, français. Et donc, j'avais analysé cette dérive auquel nous assistions et qui aujourd'hui prend sa pleine mesure avec le soutien affiché d'un mouvement politique comme la France Insoumise. Ma mère avait très très peur de votre père. Elle pensait que c'était le retour du nazisme si elle était élue. Je pense qu'il y a beaucoup de mères musulmanes qui aujourd'hui ont très peur de vous. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire un sentiment d'échec. Parce que, quelque part, et donc ça me force à être peut-être encore plus clair que ce que je suis, parce que je n'ai jamais attaqué, moi, les musulmans. Jamais. J'ai toujours combattu l'islamisme, qui est une idéologie totalitaire, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie totalitaire. C'est elle que je combats, et je la combats aussi au bénéfice des musulmans qui, soit sont français, soit vivent en France, et qui ont le droit, en réalité, de profiter des droits qui ont été acquis dans notre pays. Donc je viens leur dire, si vous ne souhaitez pas que vos enfants, précisément, soient les victimes de cette idéologie totalitaire, alors rejoignez le combat du Rassemblement national. À l'approche des présidentielles, cette chaîne va regrouper un maximum d'interventions de vos personnalités politiques préférées et d'analyses. On espère vous aider à comparer les idées et à vous forger un véritable avis politique avant la date finale des élections. Si vous voulez soutenir ce projet, abonnez-vous, laissez un like et venez débattre dans les commentaires. C'est uniquement grâce à vos retours que ce format pourra se développer davantage. Encore merci pour votre visionnage. Jean Lémarie. Vous avez sans doute vu passer cette vidéo qui tourne depuis quelques jours, cette discothèque à Rodez, et des jeunes hommes qui crient devant des témoins « Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir ». Pardon de cette citation, mais c'est ce qu'on entend dans cette vidéo. Le parquet a ouvert une enquête pour provocation à la haine ou à la violence. Pourquoi des gens racistes et violents vous veulent-ils au pouvoir, Madame Le Pen ? Non, mais écoutez, monsieur, ce genre de méthode n'est pas admissible, parce que la réalité, c'est que les réseaux sociaux sont pleins d'appels à la haine, d'appels à la violence, et je ne me sens aucune responsabilité dans le fait que ces jeunes hommes puissent tenir des propos que je trouve insupportables. Donc le parquet les poursuit. Tant mieux. Et j'espère que la justice les condamnera. Et je n'ai strictement, encore une fois, rien à voir avec tout cela. Demain, vous trouverez, encore une fois, des mises en cause d'autres natures. Et les responsables politiques qui seraient cités dans ces propos ne peuvent pas être tenus pour responsables. Parce que sinon, c'est une dérive. Et somme toute, c'est
on ouvre à toutes les instrumentalisations possibles. Vous voyez. Bon, mais justement, dans ce cas-là, puisque vous avez rompu avec l'antisémitisme qui était un marqueur important pour le Front National, pourquoi ne pas rompre complètement avec cette tradition d'extrême droite? Pourquoi ne pas aller dans un... Mais de quelle tradition parlez-vous? Enfin, écoutez, à la dernière élection présidentielle, je me suis fait attaquer assez durement, il faut bien le dire, par Éric Zemmour, précisément parce que j'avais dit que la religion musulmane est compatible avec la République française et qu'il considérait que j'avais commis là une forme d'outrage. Donc j'ai toujours assumé cela, que je ne m'attaquais pas à la religion. Moi, je suis le défenseur précisément de la liberté religieuse, mais que j'attaquais en revanche l'idéologie totalitaire islamiste parce qu'il m'apparaît qu'elle est une idéologie de la régression, de l'enfermement des femmes, de la disparition de nos libertés individuelles et en réalité de la disparition de notre culture. Voilà, donc vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait, que je n'ai pas été assez clair sur ce sujet. Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. On vous retrouve dans quelques instants. On évoquera avec vous, bien sûr, la présidentielle, cette canicule, pour connaître votre point de vue là-dessus. Et puis tiens, on parlera aussi de l'audiovisuel public. On parlera de nous un peu. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Notre invitée, c'est Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer le statut de la Corse. Un commentaire, Marine Le Pen. Vous savez, nous, le mot d'autonomie ne nous fait pas peur. Voilà. Nous considérons qu'il peut exister une autonomie insulaire. Je l'encadre dans la proposition qui a été faite par le Rassemblement national, c'est-à-dire qu'on ne transfère pas le pouvoir législatif du Parlement à la collectivité unique de Corse, qui au passage n'a aucun contre-pouvoir au moment où nous nous parlons. Et donc j'avais proposé de passer par, en réalité, une habilitation du Parlement à adapter les lois à la situation particulière, c'est vrai, de l'île. Deuxièmement, ce terme de communauté, c'est pas possible. Hein, voilà, si on fait ça, on ouvre la boîte de Pandore et on peut pas intégrer ça dans la Constitution. Pour une fois, le Conseil d'État, je crois, enfin pour une fois, je suis d'accord avec le Conseil d'État, ça c'est rare pour le dire quand même. Et puis il y a un autre concept qui pose un problème, c'est le concept de non-régression sociale et environnementale, qui veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de liberté politique à partir du moment où on intègre ce concept dans la Constitution. Vous êtes d'accord avec le Conseil d'État pour une fois? Ça veut dire que si vous étiez, par exemple, au pouvoir, vous modifieriez cette institution? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que, puisqu'on parle de la Corse, ça ne passera pas. Il faut 3/5. Les 3/5 ne seront pas atteints. Et donc, il faudra qu'on retravaille avec les Corses sur ce sujet après l'élection présidentielle. Et encore une fois, on peut parfaitement leur transférer une part d'autonomie à eux, comme d'ailleurs à nos territoires d'outre-mer, avec un certain nombre de garde-fous qui sont utiles, y compris pour eux-mêmes. Et vous avez eu raison de le dire, parce que transférer l'intégralité des pouvoirs à la collectivité unique de Corse, sans d'ailleurs contre-pouvoir, ça veut dire prendre le risque que la mafia intimide, menace des élus, qui ainsi prendraient des décisions, non pas dans l'intérêt des Corses, mais dans l'intérêt de la mafia. Non, ça c'est votre réponse sur la Corse. Sur le Conseil d'État, Marine Le Pen, l'une des craintes, c'est que votre parti, le Rassemblement national, touche au formalisme de la règle de droit qui est l'essence même de la démocratie. Non, mais pas du tout. Nous entendons respecter parfaitement l'état de droit et nous entendons... Je parlais du Conseil d'État, pas de l'état de droit. Pas du Conseil d'État. Le Conseil d'État doit juste faire en sorte de ne pas mettre en place des jurisprudences qui se substituent à la loi, si vous voulez. C'est ça la difficulté. C'est qu'un certain nombre de cours... Elles ne se substituent pas. Ils s'accordent des libertés telles qu'en réalité, ils vident parfois la loi de sa substance. Alors moi, je crois qu'en Corse, comme vis-à-vis du Conseil d'État ou vis-à-vis d'ailleurs du Conseil constitutionnel, que force doit rester à la loi et que force doit rester au législateur choisi par le peuple, parce que c'est ça le fondement en réalité de la démocratie. Le 7 juillet prochain, il y aura une décision importante pour vous, pour le Rassemblement national. La Cour d'appel de Paris va rendre son verdict dans le procès en appel des assistants parlementaires du Front national, Rassemblement national. C'est un enjeu majeur. Il est question de votre inéligibilité avec exécution provisoire. Si vous êtes condamné, qu'est-ce que vous faites, Marine Le Pen? Eh bien, je ferai la campagne de Jordan Bardella.
Et dans ces conditions... Si je ne peux pas me présenter, je ferai la campagne de Jordan Bardella. Jean Lémarie. Avec son programme ou avec le vôtre ? Vous savez que j'entends bien, je vois bien les journalistes en train d'essayer de chercher, jouer au jeu des 7 différences. On les trouve, les qui différences parfois, en ce qui moment. parfois tiennent en réalité à un cheveu. Il n'y en a pas, non. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Enfin, il n'y a pas de différence. Il peut y avoir une sensibilité, c'est normal. Hein. Il a 30 ans, j'en ai presque 58. Et bien sûr, nous ne sommes pas des clones. Mais sur le fondement de ce que nous défendons et ce que nous sommes engagés à défendre auprès des Français, il n'y a pas de différence. Chacun pourra d'ailleurs le mesurer lorsque sortira le projet présidentiel. Mais alors, on a noté des différences, par exemple, sur les retraites. C'est un sujet important. Marine Le Pen... Mais au-delà des différences, vous, qu'est-ce que vous voulez en matière de retraite ? Quel est votre projet ? Moi, je veux une réforme qui soit juste. Et une réforme juste, elle consiste à ce que les gens qui rentrent dans le marché du travail avant 40 ans, avant 20 ans, pardon, puissent partir au bout de 40 annuités de cotisation et à 60 ans, et que progressivement, en fonction de l'âge auquel on rentre sur le marché du travail, eh bien, on arrive jusqu'à 42 années de cotisation et avec un âge légal de 62 ans. Mais on est encore en train de travailler sur ce sujet parce qu'il reste encore une fois des injustices, notamment celle qui consiste à ce que celui qui est entré à 30 ans sur le marché du travail, il cotise 37 ans. Et je trouve que ça n'est pas tout à fait normal. Donc c'est une mesure, je crois, une réforme qui est juste, compréhensible pour tous, qui répond au problème de la pénibilité et qui est également, à mon sens, économiquement parfaitement viable. Jean Lémarie. Mais quand Jordan Bardella dit l'âge légal de départ ne veut plus rien dire, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, vous supprimez l'âge légal Oui, en réalité, vous coupez. de départ ? Bah non, je viens de vous dire l'inverse. Mais vous oui, mais coupez. il nous a dit, Non. il a dit l'âge légal Non, de mais départ ne veut plus rien dire. Mais vous coupez un bout de phrase, c'est quand même étonnant quand même. C'est pas très, honnêtement, sur le plan journalistique, ça pose un problème. Parce que juste avant d'avoir prononcé cette phrase, il attaquait assez durement Édouard Philippe en disant que Édouard Philippe veut, lui, repousser l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans. Que dit Jordan Bardella dans cette phrase ? Il le dit avant et il le dit après. Il dit qu'en réalité, il y a 2 critères dans le système français. Et nous sommes attachés à ces 2 critères. Et le seul âge qui passionne en réalité la classe politique ne veut en soi rien dire si on ne lui accole pas une durée de cotisation. Et c'est cela que nous disons. Il faut conserver ces 2 critères et il faut les moduler parce que derrière, il y a aussi une volonté de faire travailler les jeunes plus tôt, parce qu'on a besoin d'une masse de travail supplémentaire. Donc il faut faire travailler les jeunes plus tôt. Il faut arrêter d'importer des inactifs, parce que les inactifs pèsent sur le système de solidarité nationale et nous n'avons plus les moyens d'assumer ce poids. Donc c'est toute une série de mesures toute une série de problématiques auxquelles répond cette réforme des retraites. Importer des inactifs, je reprends votre formule, vous visez l'immigration, j'imagine. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès leur arrivée en France et sans attendre 6 mois, comme c'est le cas aujourd'hui ? Non, d'abord, je souhaite réformer le droit d'asile. Je souhaite réformer d'ailleurs sa procédure, puisque je souhaite que les demandes d'asile soient effectuées dans les ambassades ou dans les consulats de n'importe quel pays du monde, d'ailleurs, que ce soit le pays d'origine ou le pays de transfert, et que ces gens ne soient accueillis que lorsque leur dossier en réalité a obtenu une réponse positive. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une forme de détournement, en quelque sorte, du droit d'asile, qui est devenu une forme de filière d'immigration supplémentaire. Et ça n'est pas admissible, particulièrement à l'égard de ceux qui sont véritablement en danger dans leur pays. Mais en quoi la politique du RN sur l'immigration romprait avec celle qui a été faite précédemment ? Qu'est-ce qui vous distinguerait principalement, Marine Le Pen ? Il y a énormément de choses qui vont nous distinguer, puisque aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est intenable. Nous accueillons 500 000 étrangers légaux par an. 500 000, c'est un chiffre tout à fait considérable. Donc 15% seulement ont un contrat de travail. Donc quand je parlais d'importation d'inactifs, c'est que, si vous voulez, quand vous avez 85% des gens qui arrivent et qui ne travaillent pas, il y a un moment, ça pose un problème. Surtout lorsque vous savez que ceux qui sont déjà là, en réalité, sont 2 fois plus au chômage que nos compatriotes. Donc, parmi eux, beaucoup d'étudiants, notamment. Non, au chômage. Quand on regarde les 500 000 dont vous parlez, c'est des gens extrêmement variés. Je suis tout à fait d'accord pour accueillir des étudiants. Il faut qu'ils étudient. Il faut quand même avoir un critère pour que on juge du sérieux de la démarche d'études. Et je suis pour donner une priorité d'ailleurs d'accès aux études aux pays francophones.
et notamment aux pays d'Afrique qui sont francophones. Mais est-ce que ça, c'est pas une vision très malthusienne de la France? En 2037, on va avoir une population qui va commencer à décliner. On a une population vieillissante. On a besoin de travailleurs, notamment pour les services à la personne. Comment feriez-vous? Oui, mais ça fait Marine Le Pen? 40 ans qu'on nous explique ça. Si vous voulez. Ça C'est fait... pas pour ça que c'est faux. Bah si, c'est faux. Parce que sinon, au bout de 40 ans, ça aurait été réglé, vous voyez. En réalité, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il faut plus d'immigration parce qu'ils vont sauver nos systèmes de retraite. Nos systèmes de retraite ne s'est jamais aussi mal porté. Il faut plus d'immigration parce qu'il y a des métiers en tension et en réalité, les métiers sont toujours en tension. Donc, on voit bien que l'immigration n'est pas la solution. Peut-être parce qu'il faut plus d'immigration. En revanche, bien sûr, je suis en désaccord avec ça. En revanche, le poids social, le poids de la prise en compte sociale de cette immigration, il est pour le coup considérable, nonobstant d'autres problématiques que vous connaissez, qui est la surreprésentation dans le domaine de l'insécurité et autres. Jean Lémarie. Jordan Bardella a un modèle de plus en plus évident, c'est Nicolas Sarkozy. Il l'admire, il le consulte et d'ailleurs l'ancien président de la République compare, lui, le président du RN à Jacques Chirac. Est-ce que Nicolas Sarkozy est également devenu votre modèle, Marine Le Pen? Petit rappel important, prenez bien les propos dans leur globalité, avec nuance et recul. Le but ici est d'inciter à la réflexion, pas de sortir une phrase de son contexte, ni de fermer le débat. Si vous voulez soutenir le projet et nous aider à le développer avec plus de moyens, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager votre avis en commentaire. Le débat continue aussi avec vous. Non, j'ai combattu Nicolas Sarkozy politiquement toute ma vie et je considère qu'il a gâché une chance incroyable pour la France. Il a été élu avec un élan populaire très important. Il n'en a strictement rien fait. Donc je veux dire que c'est pas mon modèle. Ça n'est pas celui non plus de Jordan Bardella. Ça n'est pas parce qu'on rencontre un ancien président de la République. Ça n'est pas peut-être parce qu'on loue son énergie que c'est un modèle. Donc je peux vous dire que pour le Rassemblement national, Nicolas Sarkozy est même presque un contre-modèle. Au-delà de la personne de Nicolas Sarkozy, vous voyez bien ce qui est en cause. C'est la fameuse union des droites, ou en tout cas un rapprochement, d'abord entre vos électorats, et de fait, ils sont de plus en plus proches, c'est ce que les études nous disent, mais aussi, peut-être, un jour, un travail politique commun, qui serait incarné, par exemple, par Éric Ciotti. Qu'en pensez-vous ? J'ai envie de vous dire que l'union, elle se fait avec tout le monde, avec les gens de droite et avec les gens de gauche. Vous êtes en train de parler à une députée qui est élue dans une circonscription qui a été socialo-communiste pendant 80 ans. Donc ça veut dire que les électeurs étaient socialo-communistes et ils sont devenus Rassemblement national. Donc nous avons vocation à attirer tous les Français. Comme notre nom l'indique d'ailleurs, Rassemblement national, nous voulons rassembler la nation. Et donc on ne va pas commencer à faire passer les gens sous des jauges en disant toi t'es de droite donc oui, non, toi t'es de gauche donc oui, non. Moi je veux rassembler tout le monde. Je ne crois pas à l'union des droites. Voilà, je l'ai dit, je l'ai redit. Je considère que c'est l'arlésienne. Y compris aux législatives. Et en réalité, la droite, on ne peut pas se rassembler d'ailleurs avec une droite qui est en voie de disparition. Parce que si la droite, c'est LR, si tant est qu'on sache qu'est-ce qu'est la droite, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, entre Xavier Bertrand, qui est la droite de gauche, et Morano, qui se présente comme étant la droite de droite, bon, il y a quand même des nuances. Moi, tous ces concepts-là ne m'intéressent pas. Moi, je suis candidate à la présidentielle. Le président de la République, il doit rassembler la nation française. Donc, je viens dire à tous les Français qui sont attachés à leur identité, à leur culture, à leur continuité historique, mais aussi à ceux qui considèrent que depuis 40 ans, il n'y a que des erreurs qui ont été commises dans le domaine économique et dans l'intégralité des domaines, y compris qui touchent à nos services publics, qu'ils doivent, encore une fois, venir travailler avec nous. Ils y ont leur place. Aux législatives, puisque l'une des possibilités serait, par exemple, je ne sais pas, si d'aventure un membre du RN était élu à la présidentielle, le RN pourrait ne pas avoir la majorité à la législative qui suivrait. Est-ce que vous imagineriez, par exemple, gouverner avec une partie de la droite ? Alors, les équations à plusieurs hypothèses en politique, j'essaye de les éviter. Je pense que le Rassemblement national est précisément celui qui a le plus de chances d'avoir une majorité. Mais si nous n'avons pas, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas de majorité, nous irions la chercher. Voilà, c'est le travail de la démocratie. Le travail de la démocratie, c'est prendre l'Assemblée nationale telle qu'elle est,
et essayer de trouver une majorité pour pouvoir changer réellement les choses. Et alors, dans la perspective de cette législative, vous avez fait le travail, détection des brebis galeuses, qu'il n'y ait pas de Il manquait cette case, d'antisémite raciste. monsieur Erner. Mais je Depuis le début de veux l'émission. cocher toutes les... Je veux profiter de votre Oui, présence non, mais pour cocher toutes les j'entends cases. bien, mais là, vous êtes en passe de réussir, par ailleurs. Voilà. Je vous remercie pour cette bonne note. J'aimerais une réponse, sans vous y contraindre, non, mais si vous me donniez Oui, une oui, réponse, je vous en Oui, remercierais. mais c'est bien, vous voyez, les journalistes de gauche, en réalité, travaillent pour alors nous. là, c'est vous qui cochez la case. Non, les journalistes de gauche travaillent pour nous. C'est-à-dire les journalistes de gauche qui vont chercher dans des tweets il y a 15 ans pour voir si la personne n'a pas tenu des propos, font un travail qui nous permet effectivement, potentiellement, d'écarter des gens qui n'ont pas la même vision que nous et dont nous nous apercevons à la lecture de leurs propos qu'ils ne partagent pas nos opinions et qu'ils se sont peut-être trompés de parti. Le journaliste sur la droite, c'est-à-dire Jean Lémarie, veut vous poser une question. Pas forcément besoin de remonter 15 ans en arrière, quand David Racheline, maire de Fréjus, s'affiche il y a quelques mois en photo avec des figures du GUD, ça vous a pas échappé mouvement raciste et antisémite. Non, mais ça vous a pas échappé que David Racheline a pris énormément de distance avec le Rassemblement national. Donc, il fait partie des gens qui peut-être se sont rendus compte que, en réalité, il s'était peut-être trompé de crânerie. Jean Lémarie. On va penser peut-être maintenant aussi à toutes celles et ceux qui se réveillent ou qui débutent leur journée sous une chaleur écrasante, cette canicule. Il y a 3 ans encore, vous estimiez que les experts du climat, les experts du GIEC étaient très très alarmistes. Est-ce que vous le pensez toujours ? C'est-à-dire que vous savez bien que le GIEC en réalité fait plusieurs hypothèses. Il y a des hypothèses qui sont extrêmement alarmistes et puis il y a des hypothèses qui le sont moins. Et en réalité, c'est l'écho médiatique de ces hypothèses qui, bien souvent, prend l'hypothèse la plus grave. Mais les hypothèses et prévoir l'avenir du climat, ça n'est pas une difficulté. Là où le maillon est faible, c'est en réalité au niveau de la décision politique. C'est-à-dire qu'entre 2003, qui a été une canicule mortifère, et aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui a été fait. Or, je pense que nous avions raison sur un certain nombre de sujets. Quand depuis 20 ans, nous nous opposons aux accords de libre-échange et quand on apprend que 50% de notre empreinte carbone est liée aux importations, nous avions raison quand nous défendons le nucléaire et l'hydro parce que nous considérons que ce sont des énergies stables, décarbonées, abondantes et hélas pas aussi peu chères que ça pourrait l'être. Nous avons raison. Et moi, quand je défends un grand plan clim, parce que je considère qu'en 2026, il est honteux, mais honteux, que des bébés qui naissent dans des hôpitaux, des personnes âgées, des malades, soient obligés de supporter des chaleurs qui tuent. Je veux dire, soyons clairs, la chaleur extrême telle que nous la vivons, elle tue des gens. Donc moi, comme responsable politique, à partir du moment où il y a une solution, peut-être y en aura-t-il d'autres après. Je crois beaucoup au progrès. Vous savez, à la différence des écologistes, moi je considère que l'homme a un génie qui fait qu'il arrivera à trouver technologiquement, scientifiquement, les solutions pour pouvoir continuer à vivre dans le confort avec le changement climatique que nous vivons. Et en même Jean temps, Lémarie. vous voulez supprimer le fonds vert qui aide notamment les communes à rénover les écoles. Pourquoi voulez-vous abandonner ce chantier? Comment vont faire ces maires, ces élèves, ces familles? Alors d'abord, excusez-moi, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur ce fonds vert. Des députés, dans votre des députés contre-projet budgétaire. Des députés mis en cause en disant qu'ils n'avaient pas voté le fonds vert, ça a été passé en 49.3. Bon, et il se trouve que le fonds vert exclut expressément la climatisation. Donc ça me pose un problème en effet. Je pense qu'il y a des structures plus efficaces et plus performantes à mettre en œuvre, notamment un nouveau dispositif qui s'appelle 100% Rénov, qui a été présenté par Jean-Philippe Tanguy, qui y a beaucoup travaillé et qui permet, à mon avis, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup moins coûteuse et en évitant les biais que l'on connaît avec la prime Rénov, de pouvoir apporter les solutions à nos compatriotes. Et en même temps, vous voulez toujours baisser la TVA sur le carburant, le fioul, le gaz, des énergies fossiles qui, on le sait, et ça c'est scientifique, aggrave énormément le réchauffement. Est-ce que c'est rendre service aux Français, ça, au bout du compte? Oui. Je pense que... moi, je ne partage pas l'avis qui est assez fréquent à gauche sur la décroissance. Je ne crois pas que la solution soit dans la décroissance. Voilà. Donc, on arrête de rouler, on arrête de respirer, on arrête de l'agriculture, on arrête tout, parce que arrêter tout, c'est en réalité fragiliser Non, et pas arrêter tout, mais par exemple, rouler en confort. voiture électrique ou, vous voyez, ce genre
genre de choses. Oui, enfin, encore faut-il avoir une filière qui permette de ne pas dépendre exclusivement de la Chine, vous voyez, parce que sinon, on remplace un problème par un autre problème. Moi, je pense que l'énergie dans une société, c'est comme l'énergie pour un corps humain. Quand vous n'avez plus d'énergie, vous vous affaissez. Eh bien, quand un pays n'a plus d'énergie, il s'affaisse. Donc, cette énergie, c'est un bien de première nécessité, et donc je considère que l'État doit faire un effort pour ne pas le taxer comme il le taxe actuellement, ce qui contribue à des prix qui sont considérables. Après le fond vert, je vous propose le fond noir. On va écouter Pierre Soulages, c'est une archive France Culture. L'atelier et attendre d'oser. Parce que tout ce qu'on peut faire dans un atelier, c'est là. Et je commence, et puis ça va à autre chose. Et ce dont j'avais envie, pratiquement oublié, au profit de ce qui apparaît et que je n'ai pas attendu. Et c'est comme ça que j'aime être à l'atelier. Sinon, si je fais ce que j'ai prévu, je le fais certes parfois, mais quand quelque chose apparaît que je n'ai pas prévu, c'est probablement même là que se trouve ce qui m'intéresse le plus. Voilà pourquoi aussi je peins. Voilà, la voix de Pierre Soulages, elle n'est pas facile effectivement à entendre. C'est une archive France Culture et c'est pour ça que je voulais vous la faire entendre, Marine Le Pen, parce que ici, dans cette station, au-delà des personnes qui y sont, il y a un rôle extrêmement important qui est de conserver la mémoire de la nation, parce que Pierre Soulages, mais je pourrais vous parler de Jeanne Favret-Saada ou d'autres, c'est des gens pas forcément... Soulages était très connu, Jeanne Favret-Saada les moins, et donc tous ces gens sont quelque part dans les bandes que nous conservons, parce que, à la différence du secteur privé, nous avons la possibilité de les enregistrer, parfois pour moins d'auditeurs, hein, parce que ces gens-là ne sont pas tous très célèbres tout de suite, mais ça sert d'abord à la souveraineté, au rayonnement de la France et à la nation. Le projet du RN propose une privatisation de ce secteur public audiovisuel, et France Culture n'est pas rentable, ne peut pas être rentable et ne doit surtout pas être rentable, parce que si nous devions être rentables, je ne pourrais pas inviter Jeanne Favret-Saada. Comment résoudre ce paradoxe, cette contradiction? Vous voulez le rayonnement de la France, mais vous voulez éteindre un certain nombre de ses rayons. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il faut évidemment garder un service public, mais beaucoup plus réduit que celui qui existe actuellement. Bon, il faut, vous avez raison, que la France conserve sa voix à l'international, notamment. Donc, il faut qu'il y ait un média qui soit capable d'être la voix de la France dans le monde. Il faut qu'il y ait un média qui soit le lien entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer. Ça, c'est une absolue certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une grande démocratie, avoir un service public, c'est-à-dire une voix en quelque sorte potentiellement gouvernementale aussi importante que celle-là, ne se justifie pas. C'est pas une voix gouvernementale. Non, mais je vais vous dire très honnêtement. Voix publique. Je vais vous dire très honnêtement. Moi, je pensais qu'on se réjouirait de ma proposition en disant on les a accusés de vouloir mettre la main sur tous les canaux de diffusion, d'avoir des visées autoritaires, s'ils arrivent au pouvoir, de se servir du service public pour défendre leurs idées, etc. Je viens dire non, pas du tout. Moi, je souhaite que une grande partie, pas l'exclusivité, mais une grande partie du service public soit privatisée. Non, vous voyez, en fait, j'ai toujours tort dans tous les cas. Donc, je maintiens cette position. Vous répondez pas sur la mémoire, sur les archives. Ça coûte 4 milliards par an. Nous devons faire des économies absolument, encore une fois, partout, parce que la trajectoire budgétaire que nous proposons nécessite de faire 20 milliards d'économies la première année, 40 la deuxième, 60 la troisième, 80 la quatrième et 100 la cinquième. L'éducation coûte cher, on peut essayer l'ignorance, on peut essayer... Non, on n'essaie pas l'ignorance, mais vous prenez un exemple qui est assez bon d'ailleurs, l'éducation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, moi je suis très attachée à l'éducation nationale, j'ai fait toutes mes études, mais est-ce que le privé ne remplit pas aussi ce rôle d'éducation auprès de centaines de milliers de nos enfants? Voyez, vous répondez. Le fait de s'accaparer, en quelque sorte, le fait de s'accaparer, si vous voulez, de manière un peu exclusive, l'idée qu'on s'intéresse à la culture, qu'on pourrait faire entendre des auteurs, non, je pense qu'il y a le privé est aussi capable de le faire. Et il peut y avoir d'ailleurs des cahiers des charges lors de la privatisation pour exiger, en quelque sorte, une forme de transmission
à laquelle je suis bien sûr attachée comme vous, du patrimoine et de notre talent et de notre génie.